Hello hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de notre achat de chalet au Québec, pour parler des démarches, également du budget. Donc dans cette vidéo on va vraiment vous parler en fait des différentes étapes pour acheter un chalet au Québec, enfin en tout cas celles que nous on a eues, et également du budget que ça a représenté donc au niveau de l'achat également par mois, et ensuite on vous présentera quelques péripéties qu'on a dû faire face avec cette démarche d'achat de chalet. Alors pour commencer, on peut parler des démarches générales. Donc lorsque vous souhaitez acheter un bien au Québec, il faut commencer par vous tourner vers un courtier hypothécaire qui va vous faire une préautorisation pour voir votre capacité d'emprunt, combien vous allez pouvoir emprunter pour votre bien. À la suite de ça, comme en France où vous allez vous tourner vers un agent immobilier, ici vous pouvez aller voir un courtier immobilier qui va vous permettre de visiter des biens. Donc en général quand c'est comme ça, donc le client est représenté par un courtier immobilier et en fait l'acheteur peut décider d'avoir son propre courtier qui va l'aiguiller, sinon comme dans notre cas en fait on est passé par le courtier du vendeur. Une fois qu'on s'est décidé à acheter un bien, on retourne voir son courtier en prêt hypothécaire pour qu'il fasse les validations auprès de la banque. Et c'est à ce moment-là où en fait s'il y a des problèmes au niveau de la propriété, etc., en fait la banque va vous demander de faire des tests, comme nous on a eu un test d'eau à faire pour valider l'achat. Ça passe pas au niveau du notaire. Donc une fois en fait que ça est fait, on va directement chez le notaire. À noter qu'il faut pas croire que c'est parce que vous êtes dans une banque, celle qui va vous donner les tarifs les plus avantageux. Ça c'est faux, et c'est vrai que justement le courtier hypothécaire va pouvoir vous avoir des tarifs bien mieux avantageux que si vous allez les voir directement. Puis en plus, il y en a certains qui vont prêter en fonction de ton domaine de compétences, de ton domaine de travail. Également, nous comme nous sommes français, c'est pas toutes les banques qui vont nous prêter. Donc je pense que c'est vraiment important de travailler avec un courtier hypothécaire pour justement connaître toutes ces petites subtilités que nous on n'est pas forcément sensibles de base. Donc pour valider le dossier, la banque peut vous demander certaines choses. Nous par exemple, il y a un test d'eau, ça c'était assez particulier. Mais il y a également une estimation du prix du bien pour justement si c'est un problème et que la banque récupère votre bien, qu'il ne soit pas perdant. Ça c'est quand même quelque chose d'assez courant. Il est également possible de faire expertiser votre bien juste pour s'assurer qu'il n'y ait pas de vis caché, donc ça aussi c'est souvent inclus. Nous de notre côté on ne l'a pas fait, comme Paul est en construction, on a fait on va dire notre expertise un peu nous-mêmes et maison. Mais c'est vrai que c'était pour gagner du temps, mais sinon c'est vraiment conseillé de le faire. À compter quand même que ça va vous rajouter des frais supplémentaires si vous souhaitez faire venir un expert. Donc par la suite, une fois que tout a été validé, on passe chez le notaire. Donc la première fois pour l'emprunt, donc c'est seulement les acheteurs avec le notaire, et la deuxième fois c'est pour signer donc le bien. Donc à ce moment là c'est une rencontre entre les acheteurs, les vendeurs et le notaire. À noter que généralement vous avez les clés un mois après la validation de l'offre du vendeur. Après ça c'est des choses qui sont données justement par le vendeur qui fait une proposition, et nous quand on achète on peut aussi négocier justement, mais en généralement il faut compter un mois entre la date d'acceptation de l'offre et la date d'aménagement dans le bien. Une fois que tout est fait, donc vous êtes donc propriétaire, il vous manque plus qu'à assurer votre bien. Pour cela, on passe généralement par un courtier en assurance pour être sûr, pareil, d'avoir les meilleures assurances, meilleurs taux, etc. Donc maintenant, nous allons parler du budget pour l'achat d'un chalet, donc pas mensuellement, mais vraiment ce qui nous a coûté d'acheter ce chalet. Donc à noter que nous, notre chalet, on l'a acheté 173 000 $. Il faut vraiment considérer que le dollar canadien et l'euro, c'est pas la même chose. Donc lorsque l'on l'a acheté, je pense que c'était autour de 113 000 € la valeur que ça nous a coûté. Donc à cela, il faut compter que donc ça c'est un emprunt qu'on a fait à la banque, mais sinon pour acheter au Québec, comment ça se passe? Il faut mettre soit 5% d'apport, mais dans ce cas-là il faut mettre une assurance supplémentaire, soit 20% d'apport, ce qui te permet justement de ne pas avoir de bien assuré. Donc c'est aussi à prendre en considération que sinon il y a des tarifs supplémentaires si on met seulement les 5%. Sur une somme de 173 000, ça reste raisonnable. On va dire que c'est sûr que si on achète un bien plus cher, ça représente un très gros apport à faire. Donc à cela, on a bien sûr dû payer le notaire. Donc c'est comme en France, on a un notaire également à payer. Par contre, c'est quand même bien moins cher puisque ce n'est pas calculé en considération du prix de votre bien. Donc nous, à titre d'exemple, c'était 2000 $. On va dire que ça dépend vraiment de la zone géographique et de où se trouve votre notaire. Donc c'est ça qui va surtout faire varier le prix et non forcément la valeur de votre bien total. Ensuite, on a dû payer, c'est vraiment super, c'est un peu comme une taxe qu'on paye à l'État, c'est la taxe de bienvenue. Par son nom, voilà, c'est pour nous souhaiter la bienvenue, mais c'est une somme qu'on doit payer uniquement à l'achat. Je ne connais pas exactement le pourcentage que ça représente du bien. En tout cas, nous, je sais que c'est 1500 $. On n'a pas encore reçu la facture, on va noter qu'on est en janvier,
qu'on a acheté le bien en août, mais en fait il y a eu des enjeux, ils sont en train de changer un peu la tarification il me semble, donc j'espère que ce sera pas trop au-dessus de 1500 $, mais voilà ce qu'il y a à peu près à acheter lorsqu'on arrive. Ensuite à noter que chaque année on va devoir payer comme les impôts fonciers, donc on appelle ça aussi la taxe municipale, pour nous qui s'avère de un peu plus de 1000 $ par année. Donc comme les anciens propriétaires avaient avancé ces frais, on a dû rembourser en fait ce qui restait sur l'année au prorata de ces 1000 $. Et une taxe scolaire, donc qui va plus être en lien avec l'école, avec tout ce qui est transport par rapport à ça. Et donc c'est 100 $, donc pareil, il y a un prorata en fait qui est fait en fonction de ce qui avait été payé par le passé. Et nous à compter qu'il restait à peu près 6 mois, donc ils ont pris en considération ce qui restait et donc on a réglé le reste. Donc également, comme Oriane l'a mentionné tout à l'heure, dans le processus d'évaluation, on a dû faire un test en eau, donc pour noter que l'eau était potable, puisque c'est une condition pour pouvoir avoir des prêts de la part de banques qui sont assez exigeantes à ce niveau-là. Je pense que c'était une centaine de dollars pour faire les tests. Et ensuite on a également dû faire, comme Oriane l'a mentionné également, une évaluation par la banque qui a emmené un évaluateur pour estimer que justement le chalet valait autour de 173 000 $. Que si on ne payait pas notre hypothèque et qu'il y avait une saisie, que justement ça pourrait être équilibré. Donc voilà ce que ça nous a coûté. En plus, c'est sûr qu'il faut compter Et cette évaluation, c'était 350 $. En plus, il faut compter qu'il y a l'ameublement, on a dû acheter du bois pour pouvoir chauffer, enfin il y a différentes choses. Puis on a commencé des travaux, mais ça on va dire que c'est à part. Là on compte vraiment ce que ça coûte d'acheter un chalet. Autre élément à mentionner, c'est comment fonctionne justement le prêt hypothécaire au Québec. C'est assez différent, on a dû vraiment comprendre un peu les mécanismes qui n'étaient pas naturels pour nous. Donc c'est un peu comme nous, comme en France, on va pouvoir emprunter sur 10, 15, 20 ans, 25 ans. Donc c'est la même chose, donc nous on a emprunté sur 25 ans. Pendant le taux qu'on a eu à l'époque de l'achat, donc qui était de 5%, donc c'était un taux qui est quand même assez élevé, mais c'est sûr que là ça commence à rebaisser, on est autour de 4%, mais jusqu'à maintenant c'était très élevé. Ce taux il n'est pas fixe sur la période des 25 ans. On peut choisir s'il est fixe pendant 3, 5 ans ou 7 ans, mais pas sur les 25 ans. Nous, on a choisi 3 ans, puisque justement, il risque de baisser, on l'espère, dans les 3 ans à venir. Donc, en fait, dans 3 ans, on va renégocier, on va retourner voir, on peut reprendre un courtier hypothécaire pour renégocier tout ça, et donc voir quel taux on aura. Donc, c'est sûr que c'est un peu le jeu de la loterie, on ne sait pas, et ça peut être un peu stressant pour les personnes qui ont acheté, par exemple, en temps de Covid, à des taux à 0%, qui se retrouvent à renégocier 5 ans après et avoir des taux à 5% et ça fait varier énormément sur certains prix de maison. Donc voilà, nous pour l'instant on a un taux à 5% sur 3 ans mais un emprunt sur 25 ans, donc on verra. Sachant que justement dans 3 ans on pourra soit refaire un emprunt sur 25 ans, donc on peut toujours conserver cette 25 ans, ou alors on peut réduire et décider du coup maintenant de l'emprunter sur 20 ans. Alors maintenant pour parler de nos dépenses mensuelles et annuelles, donc chaque mois on a un remboursement de 800 $ pour l'emprunt. On paye 80 $ d'internet parce qu'on a un internet par satellite, donc déjà l'internet au Canada est assez élevé, là on paye encore plus, mais on espère que la fibre arrive bientôt au chalet, ce qui devrait. On a également 180 $ d'assurance habitation, ce qui est élevé en fait. Le chalet, vu qu'il est dans une zone rurale, qu'il n'y a pas de borne incendie à proximité, de caserne, etc. Enfin, les frais sont assez élevés à ce niveau-là. Donc après, c'est à voir aussi si c'est des choses qu'on peut négocier, mais apparemment ce n'est pas un prix exorbitant d'après ce qu'on a écouté. Et on a l'électricité qui est annualisée à 75 $ par mois et après ça se régule au niveau de l'année. Et pour du coup la taxe municipale et la taxe scolaire comme on l'a mentionné par le passé, si on va dire qu'on le paye 3 fois par an, mais si on le ramène au prorata par mois, c'est à peu près 100 $. Ce qui représente environ 1235 $ par mois, donc c'est une somme qu'on divise à 3. Sachant qu'il faut noter aussi qu'on chauffe au bois avec un poêle à bois, donc on l'a pas rajouté mais je pense que ça nous a coûté 300 $ pour acheter le bois pour l'hiver. Sachant qu'on ne va pas au chalet tous les week-ends, on y va que toutes les 2-3 semaines. Après pour 300 $, je pense qu'on avait dû prendre comme 4 ou 5 stères, quelque chose comme ça. Donc c'est là qu'on se rend compte quand même qu'avoir un chalet c'est quand même un budget. On a vraiment beaucoup de plaisir à y aller, mais c'est sûr qu'en plus on peut pas le louer, on va dire en Airbnb ou des choses comme ça, puisque au Québec il y a plein de zones où il y a des restrictions et on ne peut pas faire de location court terme. On peut que faire des locations long terme, donc à partir de 3 mois il me semble. Donc c'est sûr c'est agréable, au moins on n'a pas de personnes qui vont fêter, festoyer et puis être très bruyants les week-ends à côté de nous. Mais du coup c'est sûr qu'on peut avoir on va dire aucun revenu supplémentaire et donc on doit assurer ce financement par nous-mêmes.
Donc ça va, heureusement qu'on est 3 et justement ça permet de répartir un peu les dépenses. Mais en tout cas c'est sûr que c'est vraiment apprécié d'avoir quand même un chalet à côté. C'est surtout qu'en plus de ça, comme on l'a déjà expliqué, mais on va avoir des rénovations aussi qui vont arriver cette année. Donc ça va être aussi des frais supplémentaires à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est quand même un bel investissement parce que même si on avait acheté un appartement à Montréal, c'est pareil, il y a les frais de condo, il y a des taxes, etc. Au même niveau, des fois même plus élevés dans les grandes villes. Donc voilà, c'est un peu comme partout. Acheter de toute façon, ça a quand même un prix. Donc à noter que même si nous n'avons pas la résidence permanente, nous avons pu quand même acheter un chalet puisqu'en fait nos permis expiraient dans plus de 6 mois. Et donc ça nous permettait d'acheter dans certaines zones qui n'est pas Montréal mais dans des zones qui sont isolées, on va dire plus éloignées des grandes villes, et ce qui est autorisé en fait l'achat par les non-résidents permanents. Mais en tout cas c'est aussi parce qu'on a vraiment ce permis de travail valide. Une personne venant de l'extérieur n'ayant aucun statut migratoire particulier ne pourra pas investir. Pourra investir mais ne pourra pas emprunter au niveau de la banque, c'est plutôt ça. C'est ça. Parce qu'en fait les règles entre la banque et entre la réalité sont assez différentes. Puis nous avons quand même eu des enjeux avec certaines banques puisque même si nous avions des visas valides, il y a des banques comme la Banque Desjardins chez qui nous on était classiquement qui ne voulaient pas nous prêter. Donc finalement nous sommes allés avec la Banque Nationale du Canada qui a accepté de nous prêter ce bien. Donc c'est sûr que ça dépend de beaucoup de choses. Puis à noter qu'on était quand même assez stressés puisqu'en fait moi j'étais en train de changer d'emploi et Oriane aussi avait changé je pense il y a 1 mois. Donc on s'est dit est-ce que notre validation va être acceptée finalement avec cette situation professionnelle assez... on va dire qui était très chamboulée. Mais oui on va dire que ce qui va compter c'est plus si on a les fonds suffisants et si on prouve justement que on reste dans le même domaine de travail même si on change d'emploi. Donc c'est sûr que ça n'a pas posé de problème alors qu'on était quand même vachement inquiets à ce niveau là. Et à compter quand même que il y a des banques qui n'ont pas accepté nos dossiers, non pas par rapport à nos statuts ou à notre revenu, mais plus par rapport à des caractéristiques de chalet, comme on a vu un chalet qui était 3 saisons, ça c'est quelque chose où les banques ont vraiment peur. On avait un chalet où il y avait justement un puits qui était partagé, enfin ils vont demander des choses en particulier. Et également pour le test de l'eau par exemple, enfin, c'est des choses, si ça n'avait pas été valide ça n'aurait pas été accepté par la banque parce que c'est vraiment la banque qui contrôle tout à ce niveau là. Donc voilà, votre dossier peut être bloqué soit par rapport à votre situation mais également par rapport à des caractéristiques précises du chalet. C'est ça, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas nous on adore vous parler de ça, vous parler du chalet, vous parler de projets immobiliers. Si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à les écrire en commentaire, on pourra soit faire une nouvelle vidéo dessus, soit juste pouvoir vous répondre. Il nous fera vraiment un grand plaisir. N'hésitez pas également à commenter tout simplement la vidéo, à liker et à vous abonner à la chaîne YouTube. Puis voilà, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao! Ciao!